tout le monde. Café Magic, c'est les news MTG de la semaine et qui interrogent les personnalités magiciennes sur iTunes, Deezer, Spotify, YouTube et Podbean le temps d'un café. Cette semaine, des gros changements du côté du Duel Commander et j'interroge des personnalités de la communauté pour en discuter. C'est parti pour l'épisode 95. Le jour de la Saint-Valentin, la sortie de Kamigawa a été éclipsée puisque le comité du Duel Commander a fait une annonce super importante. Alors déjà, on voit que Yoshimari Everfaithful, c'est une créature 1-1 blanche pour 1, un chien qui grandit à chaque fois qu'une autre légende arrive sur le champ de bataille, a été banni en tant que commandeur. D'accord, ça a été jugé plus fort apparemment que Isamaru. Et puis, on a une bonne grosse dose de généraux partenaires qui étaient bannis avant, qui ont été débannis. Pourquoi ? Parce qu'un changement de rôle change totalement la manière dont vont être joués les partenaires. Eh bien, on va faire d'abord un petit peu un retour en arrière de dire c'était quoi partenaire, puis on va voir c'est quoi ce changement de règle et on va poser la question à quelques personnes proéminentes de la communauté, ce qu'ils ou elles en pensent. Je me rappelle vers 2016, sur Blogatog, il y a quelqu'un qui avait demandé à Mark Rosewater si on pouvait avoir plus de commandeurs 4 couleurs, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tant de créatures légendaires que ça à 4 couleurs, et donc on ne pouvait pas trop faire ce genre de deck. Et ce dernier avait été assez énigmatique en répondant, le chef des designers chez Wizard, qu'ils avaient trouvé une super bonne solution pour ça, et c'est pas ce que vous pensez. Effectivement, pendant Commander 2016, il y a eu des créatures légendaires qui ont eu une mécanique qu'on n'avait jamais vue avant, c'était partenaire, c'est-à-dire que tu pouvais avoir dans ta command zone, dans ta zone de commandement, 2 créatures légendaires qui doivent tous les deux avoir le partenaire, et donc ça faisait qu'au lieu d'avoir 7 plus 1 carte en main, on avait 7 plus 2 cartes en main, et on pouvait comme ça mixer et matcher différentes créatures pour jouer un petit peu les couleurs qu'on voulait. En Duel Commander, c'était super fort et il y a beaucoup de ces créatures qui ont été bannies en tant que commandeur. Moi, je me rappelle particulièrement de Tymna Thrasios qui permettait, en jouant Tymna, de piocher des cartes pour trouver sa combo et avec Thrasios faisait partie de la combo et il y a eu pas mal de bans comme ça. On a des acteurs de la communauté qui voulaient voir ça disparaître. Moi, qui aime le DC mais qui n'est déjà pas fan d'avoir une carte en plus en command zone, je trouvais ça fou de pouvoir en avoir 2, surtout que c'était que des cartes qui viennent des sets commandeurs avec lesquels moi j'étais pas très familier. Et bah le comité du Duel Commander ont décidé de trouver une manière un petit peu que moi je trouve assez maligne, assez différente en tout cas de gérer cette mécanique. Alors ils n'ont pas banni tout simplement la mécanique partner et ils ont décidé de changer les règles pour que on puisse toujours utiliser un duo de cartes partner, mais on peut en jouer en gros qu'un seul dans une partie. Un petit peu comme si c'était une carte double face, tu as tes 2 commandeurs dans ta command zone et si tu décides à un moment dans la partie d'en jouer un, et bien dans cette partie tu ne pourras jouer plus que celui-là. Dans la partie suivante tu pourras jouer l'autre si tu veux et tu pourras jouer aussi plus que celui-là, mais ça permet de garder le mix et match de créatures pour pouvoir jouer pas mal de couleurs différentes dans ton identité de général, mais de ne pas avoir le card advantage d'avoir 9 cartes dès le début de la partie. Et alors du coup, avec ce changement de règles, c'est pour ça qu'on voit des Brewstar, Jeska ou Tymna même qui ont été débannis avec beaucoup d'autres, mais il y a quelques généraux encore comme Thrasios qui n'ont pas quitté la banlist parce que c'est quelque chose qui enable pas mal de combos, même si la mécanique partner a subi ce nerf. Moi, quand je pense Duel Commander, et surtout que je me pose des questions sur les listes, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qu'il faut jouer, je vais voir du côté de l'association Magic Biquette, et particulièrement leur Discord, qui est vraiment une ressource formidable pour tous les joueurs et toutes les joueuses du format. Et du coup, j'ai commencé par interroger Oni, Adrien Soudlessoni Démogé, pour savoir ce qu'il en pense de tout ça. Après 4 ans à jouer contre et avec des partenaires, on a enfin un nerf qui permet de dire aux gens vous ne jouez plus qu'un seul général de votre partie et donc de rééquilibrer cet aspect des 8 cartes versus les 9 cartes qu'on pouvait avoir en main de départ. Donc enfin les command zones sont équilibrées les unes face aux autres et partenaire va vous permettre d'avoir
deux stratégies éventuellement, l'une déployée ou l'autre déployée selon le plan de jeu adverse, et accès à des command zones multicolores qui permettent de pousser la créativité des joueurs. Cependant, il n'y aura plus cet aspect ultra curvé qu'on pouvait avoir sur des partenaires comme Nivio et Chrome. C'est donc pour moi un changement très 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 positif pour l'avenir du format. Et en plus de ça, ça permet de se prémunir de cartes comme les Partners Forever qui nous viennent du Secret Lair Stranger Things. Je suis très 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 satisfait de ce changement. J'aurais préféré personnellement un ban direct de toutes les cartes avec Partner, mais on ne pouvait pas demander ça. Je déteste cette mécanique profondément depuis le début et enfin elle est mise à niveau avec les autres command zones. C'est très positif pour moi. Félicitations au comité pour cette prise de décision et je vous attends en tournoi pour jouer contre une seule de vos créatures en command zone. Ça fait plaisir à entendre cet enthousiasme, mais pour entendre un son de cloche différent, je suis allé voir du côté de quelqu'un qui a un deck qui joue partenaire et qui peut être un petit peu plus déçu. Je suis allé voir Ragen de la chaîne des Chroniques du Commandeur, qui par ailleurs à chaque annonce de ban ou de restriction du comité de Duel Commander fait une petite émission sur Twitch et la retransmet sur YouTube, ce qui moi me sert beaucoup pour me tenir au courant de ce qui se passe dans ce format. Et donc voilà ce que l'animateur Ragen en pense. Parce que moi je voyais plein de gens qui trouvaient que c'était pas bien, que c'était bien, surtout dans les commentaires, sur les retours dans les différents Discord. Et j'avais une ou deux voix de gens qui disaient que c'était nul, que c'était pas ça, qu'il aurait fallu faire quelque chose d'un peu plus carré, tranché, on enlevait partenaire, etc. J'ai un peu l'impression que ceux qui voulaient que ça compte, qui trouvaient ça bien et ceux qui trouvaient ça pas bien, c'était surtout une différence entre ceux qui jouaient beaucoup au Duel Commander et ceux qui jouaient pas des masses et qui voyaient de loin un truc un peu bâtard à mi-chemin et qui était genre on veut pas se mouiller donc on prend pas le choix. Du coup, j'ai pas forcément d'avis sur ce chose. Je trouve que c'était un choix intéressant parce que du coup, on peut garder partenaire, on peut garder deux cartes et on peut avoir le choix. Là où je trouve un petit peu dommage, c'est que par exemple on sait que le Duel Commander est un format compétitif, à vocation compétitive, et que du coup le fun au sens très très large du terme en fait n'a pas forcément sa place. Et moi j'avais un deck par exemple qui était tout simple, qui est Armix Rebek, c'est deux généraux unco nuls. Ils sont pas forcément nuls, mais c'est deux unco, donc par rapport à des généraux rares, il y avait quand même une différence de puissance. Et l'intérêt c'était que les deux étaient pas trop mal. Il y en a un qui donnait protection à tous les artefacts et l'autre protection et l'autre défausser les artefacts pour détruire des cartes en face. Enfin, bref, c'était intéressant. Et le fait d'avoir les deux faisait que finalement ça faisait une vraie carte à peu près, sachant que c'était quand même cher finalement. Et la nouvelle règle fait que du coup, je sais pas si j'ai vraiment envie de continuer à jouer avec ce deck-là, parce que moi j'aimais bien justement pouvoir avoir les deux généraux qui impactaient pas spécialement le board adverse, mais qui permettaient que moi je puisse arriver à gagner avec mon deck. Parce que clairement le deck était vraiment pas bien. Là pour le coup, Kamigawa ramenait des trucs avec tous les artefacts et tout ça. Je me suis dit je vais enfin pouvoir réussir à faire mon partner Affinity. Et là, bam, changement de règle. En fait, ton partner, faudra que tu en choisisses un et tu pourras jouer qu'avec celui-là. Et en vrai, les deux partenaires sont pas fous tous les deux, quoi. On va clairement tout le temps jouer Armix parce que c'est le seul qui fait vraiment du CA et en détruisant des créatures. Mais Rebek permettait justement d'aller s'assurer une protection et de finir les derniers points de l'adversaire. Et du coup, de pas avoir Rebek en fin de game, ça va du coup m'empêcher de gagner forcément, et de pas avoir Armix au début de game, ça va m'empêcher de gérer les menaces en face. Donc le deck explose finalement juste avec cette règle. Je pense que je suis marginal et je pense qu'il y a clairement pas beaucoup de decks montés un peu fun comme ça qui auront besoin, qui vont en souffrir. Je pense que la plupart des gens, ils montaient surtout autour de un partenaire et ils mettaient l'autre à côté parce que ça marchait bien, ça synergisait pas trop mal, ou parce qu'il y avait les couleurs, ou que c'était une solution de repli, etc. On pense par exemple à tous ceux qui jouaient des decks Chrome. Chrome, à la base, ça restait quand même toute base, c'était vraiment, on le jouait pour ses couleurs et ça faisait un gros finisher de fin de game. C'était pas le deck de début, comme par exemple maintenant les decks Tevesh. Tevesh, c'est pour ça qu'on le joue. On joue pas un partenaire, un X partner avec Tevesh. On joue Tevesh avec un partenaire. Donc du coup, ça va pas forcément changer pour ces gens-là. Mais du coup, voilà, il y a ce côté où ceux qui jouaient des decks un petit peu plus faibles et qui avaient vraiment besoin des deux commandants pour assurer d'avoir un deck qui ressemble à quelque chose, ceux-là, je pense que ça va être effectivement, ils vont en pâtir.
Après, voilà, ça reste un format marginal pas supporté par Wizard. Le vrai format, c'est le Commander. Donc, si les gens veulent vraiment jouer Partner, il reste le Commander. Ça, par contre, c'est toujours disponible, quoi. Eh bien, c'est cool d'avoir un avis différent. Mais en tout cas, s'il y a bien une personne, même deux personnes qui militaient pour le ban tout simplement des partenaires, c'était du côté du podcaster Mage. Et du coup, j'ai contacté Charles Wickham pour voir s'il triomphait de sa victoire, ou voir en tout cas ce qu'il en pense de ce petit changement. Moi perso, je joue pas en DC depuis hyper longtemps, donc les seuls partenaires que j'ai connus qui étaient vraiment pétés dans ce qu'ils faisaient, c'était le Triumvirat, Livio, Malcolm, Chrome. Et bah d'ailleurs, il y a eu un ban de Livio et de Chrome récemment. Et en fait, c'était pas la première fois que des partenaires étaient bannis. Il y en a plein sur la banlist, juste parce que dès que tu mets un peu de texte positif sur une carte et partenaire, on se rendait compte rapidement qu'au final, c'était trop puissant pour le format, ça faisait trop de cartes advantage. Et du coup, voilà, je suis assez content qu'il y ait un rule change et pas juste des bans un par un des partenaires. Je pense que la solution optimale, c'était sur une forme de taxe partagée sur la command zone. Je pense que la solution qui a été décidée est plutôt bien. Et je suis assez content de voir ce qui se passe. On va voir pour la suite. Je pense que c'est plus cool si la majorité des gens ont une seule carte en command zone. Et je pense que ce changement apportera ça, même si quelques combinaisons comme les Friends Forever, à mon avis, seront tout à fait jouables. Effectivement, il fallait en parler des Friends Forever qui arrivent via le Secret Lair, et je pense qu'on va beaucoup plus en parler dans le futur. Mais pour continuer, je voulais parler à quelqu'un qui joue en Duel Commander et qui a joué, mais aussi et surtout qui organise des tournois, qui est Théo, Tournament Organizer, et un tournoi pas des moindres qui est aussi récent que maintenant connu, c'est le Prime Event à Châteauroux. Et donc on va voir ce qu'en pense Guillaume. Eh bien, pour ma part, je suis plutôt satisfait, agréablement surpris de ce changement de règle. Je trouve la nouvelle règle, en fait, on va dire les partenaires 2.0 plutôt intéressant. La mécanique n'est pas simplement bannie, donc on peut avoir quand même cette espèce d'effet d'avoir deux options en command zone, d'avoir une ouverture de couleur selon la stratégie que l'on applique, avoir quand même un effet de surprise ou en tout cas une prise de décision durant la partie et pas simplement au moment où on pose nos généraux sur la table, de se dire quel général va être le plus intéressant pour moi dans la partie, donc avoir un effet de surprise potentiel selon l'adversaire et le match-up qu'on va avoir. Donc ça, franchement, je suis plutôt vraiment très très satisfait de cette décision. Concernant les entrées dans les tournois, vu que j'ai pas fait de tournoi avec l'ancienne règle, on va dire avec les Friends Forever, enfin les Stranger Things, plus les partenaires actuels, plus Yoshimaru, j'aurais pas vraiment de comparaison, mais je pense que ça va quand même dans la bonne voie, dans le sens où on évitera une espèce de rejet massif de la part de la communauté du format si on avait eu Friends Forever ensemble dans les règles anciennes, on va dire, plus les commandeurs, plus Yoshimaru. Donc là, on devrait avoir quand même quelque chose de plutôt lissé et qui va pas venir, on va dire, gêner les organisateurs, on va dire plutôt locaux ou à dire excentrés par rapport à la capitale. Un témoignage qui était important, je pense, d'avoir quelqu'un du côté de l'organisation des tournois. Et pour conclure, je voulais parler à quelqu'un qui pratique plus le commandeur multijoueur et savoir qu'est-ce qu'il en pense de ses cousins joueurs de DC, de la décision qui a été prise. Et ben pour ça, j'ai contacté Thibaut de la Tour de Commandement, et Thibaut, c'est quelqu'un qui a joué quand même pas mal aussi au DC, donc il sait de quoi il parle. Donc qu'est-ce qu'il en pense de tout ça ? En fait, ça fait déjà quelques années que je vois les différents partenaires se faire bannir ou être regardés de très très près. Les combinaisons également qui sont regardées de très près parce que, ah mon dieu, il y a des combinaisons de partenaires qui sont très fortes. Je vous avoue que même en multi, on le voit en effet. Donc là-dessus, c'est vrai que ce changement de règle, finalement, je pense qu'il prend la bonne direction, puisque d'une autre façon, si on continuait à bannir systématiquement des commandants avec le partenariat qui sont trop forts dans certaines combinaisons, ça deviendrait vraiment le bordel, ou alors il aurait fallu bannir certaines combinaisons de commandants partenaires, ça aurait été le gros bazar. J'avoue que là-dessus, je pense que c'est une bonne direction à prendre de dire « Ah oui, mais non mais attends, t'as le droit de jouer une combinaison, mais tu peux jouer que un des deux. Ok, d'accord, c'est intéressant là-dessus. » Après, ce que je vois de l'autre côté, c'est aussi, finalement, il y a probablement un des commandants partenaires du deck qui va être plus joué que l'autre. Et du coup, en fait, on se retrouve quasiment à dire « Ah oui, mais en fait, l'identité colorée, on a une extension grâce, je vais prendre un commandant bicolore
un peu connus. Imaginons, je joue Thracios, tiens, par exemple, et tiens, il est bleu-vert, et c'est lui que je vais jouer, mais en fait, à côté, j'ai un autre commandant qui est bicolore, et derrière, en fait, ça m'apporte 2 couleurs de plus, quoi. Et t'es là, ok, bon, mais finalement, l'identité colorée, est-ce qu'elle a encore réellement un rapport ? Alors évidemment, il existe aussi des moyens de cheater le commandant hors de la zone de commandement pour pouvoir en abuser. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, en fait, c'est peut-être ce rapport à l'identité colorée qui est presque biaisé de cette façon-là. C'est d'un côté, je comprends finalement l'envie de débannir et de trouver une solution à cette mécanique du partenariat qui va revenir quand même assez régulièrement, je pense. Et de l'autre côté, en même temps, ça change un petit peu la dynamique du format avec cette ouverture finalement sur l'identité colorée, avec un commandant qui sera pas forcément joué, qui servira plutôt à porter les couleurs à l'autre commandant. Donc, c'est à voir, est-ce que ça va être abusé ou pas ? Ça, encore une fois, c'est à la communauté de le décider par rapport à ce qu'ils vont construire et par rapport à ce qu'ils vont faire durant les événements. Mais en tout cas, c'est un changement qui paraît très intéressant et qui change vraiment la donne pour le duel commandeur. Qui change la donne, effectivement. Je pense que ce changement était tel que je me devais d'y consacrer toute cette partie du podcast et j'étais super heureux de pouvoir parler avec Charles, Guillaume, Oni, Ragen et Thibaut. Merci beaucoup à vous d'avoir su répondre au pied levé comme ça pour participer à l'épisode de cette semaine. Maintenant, des news qui nous viennent du côté de la finance pour Magic, des histoires un petit peu bizarres, on va en voir deux. C'est tout d'abord un fonds d'investissement qui s'appelle AltaFox, qui fait partie des actionnaires de Hasbro, qui a jusqu'à 2,5% des parts de Hasbro, ce qui est apparemment pas rien et qui permet d'avoir un poids modéré, mais qui peut quand même faire une différence. Et ce fonds d'investissement, ce hedge fund, veut apparemment rentrer dans le board, donc parmi les directeurs de Hasbro, pour pouvoir changer la politique d'Hasbro pour avoir une influence spécifiquement sur Magic. Et donc, il propose une personne qui est bien connue des joueurs de Magic, c'est Jon Finkel, grand champion de Magic et aussi qui a bien réussi sa vie du côté de la finance. Et ils veulent le faire élire donc dans le board of directors pour pouvoir influencer pour gagner plus d'argent, parce que c'est ça que fait un hedge fund et c'est ça que Hasbro veut finalement, mais ils disent qu'ils pourraient réussir à faire ça en améliorant le produit. Et pour ça, ils ont créé un site internet qui s'appelle Free the Wizards, rendez les sorciers libres, un site internet qui raconte un petit peu ce sur quoi ils se tiennent, et ils ont des suggestions sur comment améliorer Magic Arena, comment mieux gérer certains aspects pour gagner encore plus d'argent et apparemment aller aussi dans le sens des joueurs. C'est dur à expliquer parce que c'est un petit peu bizarre, mais j'espère que j'ai été un minimum clair. En tout cas, ce qui est intéressant, c'était les réactions de la communauté face à ça. Il y a ceux comme moi qui ont vu Jon Finkel et qui ont fait « Ah super, c'est marrant de voir ce qu'il fait aujourd'hui et ça peut être intéressant de suivre ça, surtout si ça peut améliorer le truc. » D'autres, plus qui s'y connaissent mieux en finance, qui nous rappellent « Non mais le but d'un hedge fund, c'est que de faire l'argent, croyez pas qu'ils sont du côté des joueurs, tout ça c'est que de la fumée pour se faire élire au board of directors en utilisant la pression de la base de joueurs. » Bon, moi, en tout cas, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire tout ça. Je vais vous laisser vous faire votre idée. Mais en tout cas, ça vaut le coup de retenir ces noms AltaFox, Jon Finkel et Free the Wizard pour voir si ça va donner quelque chose par la suite. Et la deuxième histoire, elle est encore plus absurde. On va parler de MTG DAO. C'est une initiative d'une personne qui se fait passer pour un groupe de personnes. On ne sait pas trop il y a combien de gens, en tout cas on ne voit pas de nom, qui veulent faire des NFT de cartes Magic. Et donc ils proposent un white paper pour expliquer qu'est-ce qu'ils veulent faire et se mettre tout simplement à vendre des NFT, donc des non-fungible tokens, des preuves de possession de cartes enregistrées sur la blockchain, pour
Bah alors ça reste toujours à prouver à quoi ça sert réellement les NFT et quelle utilité ça peut avoir pour nous, mais cette personne était très enthousiaste et commençait à développer son projet pour vendre des cartes sous forme de NFT et de la blockchain. Mais il n'a pas pensé que peut-être ça empiétait un petit peu sur les droits de Wizard of the Coast, et donc leur avocat, bien sûr, une personne de leur équipe légale leur a envoyé un petit mail pour dire il va falloir arrêter ça. Cette personne a dit que oui, bon, c'est vrai, je connais pas les règles de copyright, mais on va voir ce que ça donne. Mon petit gars, il va falloir que tu te renseignes un petit peu plus avant de voler la propriété intellectuelle de Wizard of the Coast, je pense. Quelle que soit votre opinion sur les NFT, les cryptos en général, toutes ces choses qui viennent de la blockchain, c'était intéressant de voir cette petite anecdote pour Magic. En tout cas, moi, je suis pas très favorable à tout ça, mais s'il y a un truc que ça nous a appris, c'est dans le mail de l'équipe légale de Wizard of the Coast, cette personne dit on prépare nos plans pour éventuellement du NFT dans Magic. Donc ça veut pas dire que ça va se faire, mais en tout cas, ils y réfléchissent. J'espère que ça n'arrivera jamais, mais on verra. Et bien voilà, merci d'avoir écouté Café Magic, et à dimanche prochain.